Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de Vivre sainement. Alors aujourd'hui, comme le dit le titre, il va y avoir des révélations d'une importance capitale tout au long de la vidéo. Restez bien jusqu'au bout, je vous promets, c'est du très lourd. Essayez d'imaginer le pire, c'est encore pire. Alors petit indice, évidemment les révélations vont pas venir de Cohen, de Ray, Valls ou Lemoine. Non, mais de gens intègres. Je vous invite à partager cette vidéo un max sur tous les réseaux sociaux pour éviter la censure. D'ailleurs à ce sujet, je vous invite tous sur Odyssée. Pour ceux qui ne connaissent pas encore Odyssée, c'est comme YouTube, mais sans absolument aucune censure et avec des récompenses pour aider vos créateurs favoris. Regardez dans la description, je vous ai mis le lien ci-dessous pour pouvoir vous inscrire. Alors venez nous rejoindre, nous sommes déjà plus de 46 000 sur ma nouvelle chaîne Odyssée et de plus en plus de youtubeurs nous rejoignent tous les jours. Je vous remercie aussi de votre aide pour ma cagnotte Tipeee et ma cagnotte Paypal pour mes vidéos qui sont démonétisées. Allez, c'est parti avec la grande prêtresse de l'information, vraie, véritable et intègre. J'ai nommé Anne-Elisabeth Lemoine. D'abord Gilbert de Rais. Ce deuxième confinement est moins strict qu'au printemps dernier. Il est également moins respecté, comme si le message n'était pas encore tout à fait passé. Trop de monde encore dans les rues, dans les transports, pas assez de télétravail, trop de dérogations. Et oui, pas encore, tout le monde en cage avant de finir entre quatre planches et d'être incinéré comme le printemps dernier. Encore trop de résistance, de vrais travailleurs qui vont se retrouver en faillite. Écoutons. On a 300 000 euros de stock par an dans notre magasin. Au premier confinement, on a perdu 120 000 euros. L'emprunt qu'on a dû faire à la banque, 100 000 euros. On doit rembourser l'année prochaine, on ne sait même pas encore exactement à quel taux, puisque tout est très flou. Comme toujours, des aides, on n'en a pas eu à part le chômage partiel. Donc, on n'arrivera pas, je suis en noir, je porte le deuil. Parce que déjà au premier confinement, il y a plein de commerces qui ont mis la clé sous la porte et au deuxième confinement, ce sera encore plus. Tout d'abord, je souhaite beaucoup de courage à cette dame en grève de la faim comme à tout le peuple français. Juste une question comme ça, qui va gagner de l'argent dans tout ça? Et oui, bien sûr, c'est les banques, encore les banques et les très grosses entreprises cotées au CAC 40. Alors, très cher président, ex-banquier des Rothschild, faites quelque chose et rapidement. Évidemment, il est beaucoup plus difficile de mettre en place ce qu'on appelle un confinement. Je suis pas sûr qu'il faille l'appeler un confinement d'ailleurs. Oui. Parce qu'on est quelque part entre le confinement qu'on a vécu et qu'a vécu donc le monde, et puis rien. On est quelque part au milieu et c'est beaucoup plus difficile à mettre en place, ce d'autant que c'est pas la même période. La peur est bien plus grande, l'incertitude est bien plus grande. Et oui, donc un confinement est nécessaire selon le De Rais qui, je le rappelle, a d'énormes liens d'intérêt avec les labos. Écoutons le docteur Nabarro, envoyé spécial du directeur général de l'OMS, à propos du confinement. Stop using lockdown as your primary control method. Develop better systems for doing it. Work together and learn from each other. But remember, lockdowns just have one consequence that you must never ever belittle, and that is making poor people an awful lot poorer. Et oui, cette précarité va mettre des millions de personnes au chômage, des centaines de milliers de petits commerces vont être en faillite, des gens du peuple vont se retrouver dans la rue. Alors on peut très bien imaginer les vagues de suicides en série que ce confinement peut créer. Pour la première fois, eh bien, je crois qu'on a le sentiment que notre sécurité n'est plus assurée, que notre avenir n'est plus assuré. Et ça fait peur. Et donc ce confinement, il est intermédiaire parce qu'on est obligé de faire un choix entre l'économie, la société et le sanitaire. On a fait un choix au milieu. Je le crains, ce choix, je vous le dis. Moi, Vous en craignez les conséquences, c'est-à-dire... Ouais, je le crains parce que je crains qu'on perde sur les deux tableaux. Je ne sais pas, moi, ce que ce semi-confinement va faire sur le plan sanitaire. Ce que je sais, c'est ce qu'un confinement fait. Ça marche. Oui, et donc le non-confinement, ça ne marche pas. Alors, regardons. Aucun masque sur les visages des patients de Stockholm, comme Sarah et Hélène. Ces deux avocates n'ont que quelques règles simples à suivre. Je prends le vélo, j'évite de prendre les transports en commun. Si on a le moindre symptôme, on reste à la maison et on ne rencontre personne. Et oui, donc ils s'auto-confinent comme on fait normalement pour chaque maladie. Alors regardons les différences entre un pays confiné et un qui ne l'est pas. Comme on peut voir en France, nous avons 52 morts par million d'habitants, pendant que la Suède, elle, n'en a que 2 par million d'habitants. Et là, on peut se rendre compte sur un autre graphique, la différence entre la courbe de l'Europe confinée qui grimpe vers les sommets, alors que la Suède est en mode tondeuse à raser les gazons. C'est la même méthode depuis le début de la crise. Pas de confinement et le gouvernement fait confiance à chaque citoyen pour respecter les règles de distanciation sociale. Une méthode plutôt appréciée par les habitants. J'ai pu continuer à travailler et c'est une très bonne chose. Je peux tomber malade, mais je fais tout pour l'éviter. Garder la distance, se laver les mains. Alors regardons un autre graphique sur le nombre de morts en France. On voit très bien qu'il réaugmente, mais reste très loin du niveau épidémique du printemps. D'autant plus que selon le docteur Ben Sadoun et Véran, des personnes sont mortes du Covid, mais des personnes sont mortes d'autres pathologies sévères en étant juste positives au Covid. Mais on les classe quand même dans les morts du Covid. Et maintenant, regardons la courbe de la Suède. Alors comme on peut l'observer, on est toujours en mode tondeuse à gazon de golf. Les chiffres de l'épidémie sont aujourd'hui très encourageants selon Anders Tegnell, épidémiologiste en chef. C'est lui qui communique aux Suédois l'évolution de la maladie dans le pays.
Aujourd'hui, dans toute la Suède, nous n'avons que 15 patients Covid en réanimation. C'est très peu. On doit mettre en place des mesures à long terme. On ne peut pas espérer régler tout ça en confinant toute la société. Et oui, du même coup, couler toute l'économie. Alors, professeur Deray, 2 yeux, 2 oreilles, ça marche le confinement ? En 2 mois maximum, ça marche. Et d'ailleurs, même, ça peut marcher en moins de temps. En Israël, ça a marché en 1 mois. Ce que je sais, c'est ce qui se passe quand on ne fait rien. C'est un désastre sanitaire. On l'a vu dans le monde. On a vu ce qui s'est passé cet été. Alors cet été, je sais pas ce qu'on a vu, mais certainement qu'on ne doit pas avoir la même vision. Regardons un autre pays non confiné, la Biélorussie, avec une moyenne de 4 morts par jour. Écoutons leur président. Председатель Нацбанка, главный переговорщик с Международным валютным фондом. Как здесь обстоят дела? Что от нас требуют партнеры? Было заявлено о возможности предоставить Беларуси $940 миллионов, так называемого быстрого финансирования. Как решается этот вопрос? При этом хочу заявить, что мы ни под кого плясать не будем. Mais alors, pourquoi, président ? Je veux dire, le FMI et la Banque mondiale vous offrent 940 millions de dollars. Moi, je fais la danse du ventre pour ce prix-là. Alors, pourquoi avez-vous refusé ? Там уже появляются требования. Вы, мол, в борьбе с коронавирусом в Беларуси делайте как в Италии. Слушайте, я не хочу, чтобы, не дай бог, повторилась ситуация в Беларуси, как в Италии. У нас своя страна, своя ситуация. Уже Всемирный банк готов нас профинансировать в 10 раз больше, чем предлагал, за то, что мы эффективно боремся с этой болезнью. Bah oui, monsieur le président, faut se protéger du grand méchant loup, c'est dangereux comme maladie. Faut regarder la télé un peu. Il sait même pas que le virus est dangereux. Franchement, regardez BFM ou Cohen, vous allez voir. Даже опыт запросил у Минздрава. А МВФ продолжает требовать от нас: вы давайте изоляцию, давайте карантин, давайте комендантский час. Слушайте, что за глупость? Et voilà, donc en gros, c'était un petit cadeau offert pour que la Biélorussie confine, impose un couvre-feu comme plein d'autres pays. Bah ouais, on peut pas non plus se permettre qu'un pays s'en sorte mieux sans confinement. Ça fait quand même grosse tâche dans la propagande mondiale. Une note de l'Institut Pasteur révèle que dans le pire des scénarios, jusqu'à 9000 malades du Covid pourraient être hospitalisés en réanimation au pic épidémique mi-décembre. C'était 7000 lors de la première vague le 8 avril. Ça veut dire une deuxième vague forcément plus forte, plus meurtrière, avec des services hospitaliers encore plus sous tension qu'au printemps dernier. Et oui, meurtrière à cause des réductions de budget, de lits, de matériel médical des hôpitaux publics pendant que les hôpitaux privés étaient vides. Et meurtrier aussi pour cette raison. Au moins dans 3 régions qui ont été le Grand Est, la Bourgogne-Franche-Comté et un peu l'Île-de-France. Pendant 3 semaines, les EHPAD n'avaient quasiment pas en ligne le SAMU. C'est-à-dire qu'on a expliqué aux EHPAD que ce n'était plus à leur médecin ordinaire de décider ou non de l'hospitalisation de leurs patients malades, mais que c'était exclusivement au régulateur du SAMU. Ils mettaient 6 heures ou 8 heures à avoir le SAMU dans le Grand Est, pour des malades qui pouvaient mourir en 2 heures. Et oui, donc on laissait mourir les personnes âgées car on avait interdit aux médecins des EHPAD le droit d'envoyer des patients malades à l'hôpital. Je sais pas si vous vous rendez compte, mais c'est très grave. Et attendez, c'est pas terminé. Et quand on a enquêté, Marianne, et quand on a eu beaucoup de gens de l'Est, de la France et de Bourgogne-Franche-Comté, le grand secret, c'est que par moment, on a dit aux EHPAD, on n'hospitalise pas vos résidents. Gardez-les en chambre. Et donc on les a laissés mourir en les piquant au Rivotril. On va y revenir un peu plus tard, vous inquiétez pas. Elle est non seulement, avec des chiffres qui vont s'aggraver. Oui, elle est non seulement plus forte, mais c'est pas le même contexte. On est à peu près à 70% des places en réanimation qui sont pleines. Alors 70% des chiffres initiaux. Donc on est en train de monter progressivement. Comme la première fois, on est en train de pousser les murs de la réanimation. C'est assez extraordinaire d'ailleurs. Personne n'imaginait qu'on était capable de le faire. Donc on va pousser, mais 9000 patients en réanimation Covid, c'est extrême, ce d'autant qu'on avait promis que plus jamais on abandonnerait les autres patients. Voilà, donc encore on part dans la grande frayeur collective. Écoutons Pujadas quand il n'avait pas encore retourné sa veste, c'est maintenant. Le conformisme, le suivisme qu'on peut reprocher souvent au journalisme s'illustrait encore quand même, et notamment dans la peur, dans l'alarmisme. La peur fait vendre. L'émotion fait vendre, d'une manière générale. On dit beaucoup que l'émotion fait passer l'information. Moi, je trouve qu'il y a une pente très dangereuse. Et oui, la peur fait non seulement vendre, mais elle permet de contrôler les populations. Avec de la peur permanente, on met en cage le peuple, car un grand danger permanent est dehors. Le grand méchant loup. C'est-à-dire que on sortait de chez soi, on avait l'impression déjà qu'on se mettait en danger ou qu'on mettait les autres en danger. On avait l'impression que le 11 mai à minuit, le virus allait claquer la porte, qu'il allait s'en aller, que tout était permis, et qu'avant, attention, il fallait rester calfeutré. Donc voilà, c'est dans ce sens-là que je trouve qu'on a véhiculé trop de
trop de peur. Mais encore une fois, beaucoup pour des raisons commerciales. Voilà, donc tout est clair. Retour sur le plateau de la peur, du service public payé avec nos impôts, le fruit de notre travail. Or, c'est ce qu'on va Qu'est-ce faire. qu'on va faire des patients qui doivent être opérés? On des programmes. Ça a commencé. Des programmations, 70% en Ile-de-France. On déprogramme beaucoup. Donc, on a commencé par déprogrammer le pas urgent. Enfin, ce qui n'était pas urgent en mars, qui a été déprogrammé une première fois puis une deuxième fois, ça va devenir urgent. Et puis, on va déprogrammer de l'urgent. Un cancer qui doit être opéré. Qu'est-ce qu'on va faire de ces patients qui ont des polytraumatismes? Ouh là là, attendez, j'ai quelqu'un qui veut intervenir. Écoutons. Nos lits de réanimation sont particulièrement saturés. Je vous demande, avec le professeur Perron et avec beaucoup d'autres, de signer la pétition qui permettra à tous les médecins français de pouvoir prescrire l'hydroxychloroquine s'ils le souhaitent aux patients atteints de Covid-19 symptomatiques. Mais professeur Douste-Blazy, l'hydroxychloroquine ne fonctionne pas, c'est Véran qui le dit, et Véran c'est un gars bien. Bon, bien évidemment, je vous invite à signer d'urgence cette pétition que vous trouverez juste en dessous de cette vidéo. Vous cliquez sur le plus juste sous la vidéo et vous aurez accès à celle-ci. Mais alors pourquoi signer cette pétition? Parce que le professeur Raoult a prouvé qu'associé à l'azithromycine, ce médicament diminuait drastiquement la charge virale des malades, les rendant moins contagieux, les améliorant. Parce que les autorités sanitaires de notre pays voient tous les jours que le taux de mortalité à Marseille est beaucoup plus bas que dans le reste du territoire national. Parce que l'agence du médicament des États-Unis, la plus sévère du monde, permet aux médecins américains de prescrire ce médicament chez les malades atteints de Covid-19, hospitalisés dans des formes qui sont moins sévères. Alors vous avez remarqué, YouTube, moi j'ai absolument rien dit. Alors me censurez pas, et si je suis censuré, vous savez tous où me retrouver sur Odyssée, la plateforme sans censure. Vous avez ça dans les hôpitaux qui sont fatigués, un personnel qui manque évidemment toujours, et même un peu moins, parce qu'on va pas pouvoir prendre du personnel de province pour aller dans l'Est ou sur la région parisienne. Une peur plus importante, et donc le climat est moins bon. Je pense que tout le monde a bien remarqué le tableau qui fait bien peur avec des chiffres sortis du placard. Ils brandissent encore les cadavres comme des trophées. Alors pour gérer cette pénurie, écoutez les médecins qui vous donnent des idées, parce qu'il y en a. Par exemple, mobiliser les lits qu'il y a dans les cliniques privées, mobiliser les hôtels. Mais en attendant, non, c'est pas vrai, ce n'est pas fait, c'est totalement faux ça. Alors entre le discours qu'il y a sur les plateaux et la réalité, il y a un monde. Ah bon madame, on nous mentirait, donc à la télé, le gouvernement nous mentirait, Macron nous mentirait. Alors là, je viens juste d'apprendre quelque chose, parce que moi, j'étais pas du tout au courant. Et donc oui, on va vers des moments difficiles. Alors le corps sanitaire, comme d'habitude, il va être mobilisé. On va essayer de gérer. Et on va redire une chose. Nous, une de nos hantises, c'est un jour d'être devant un lit de réanimation avec 2 malades. Et dire lequel je garde. Ça, on l'a évité en mars dernier. J'espère, je prie tous les dieux de la terre, qu'on ne soit pas confronté à ce problème. Alors écoutons la vérité. Ce qui s'est passé en France, c'est que certains sont morts dans l'indifférence générale, dans des chambres d'EHPAD fermées, sans caméra. Sans caméra. Et il faut aussi le souligner, pendant 3 semaines, les EHPAD n'avaient quasiment plus de masques. C'est-à-dire la première note de la Direction Générale de la Santé qui date du 27 janvier, elle n'évoque même pas la situation des EHPAD. Et regardons les ventes de Rivotril comparées aux autres années. On voit très bien que les ventes ont sérieusement grimpé à partir de fin février. Et regardez le nombre de morts comparé aux autres années. On voit très bien que le nombre de morts est grimpé à partir de début mars. C'est étrange comme coïncidence. Et regardez bien ce graphique encore après l'épidémie du printemps. On se retrouve à un nombre de décès égal aux autres années jusqu'à maintenant. Bizarre, vous avez dit bizarre, comme c'est bizarre. C'est le groupe Corian, le leader, qui est le plus accusé, qui fait l'objet d'une plainte à Mougins où il y a une 20aine de morts. Paradoxalement, leur syndicat, ils ont un syndicat, ils le signèrent pas. Le syndicat, quand on regarde les courriers qu'ils ont envoyés dès le mois de février au ministère de la Santé, ce sont eux qui alertent. Dès février. Dès février, ils alertent. Donc on pourra pas dire on ne le savait pas. C'est-à-dire que c'est important. Le 4 février, il y a une lettre du CINERPA à Agnès Buzyn, qui est encore ministre de la Santé. Agnès Buzyn, elle s'en va le 16. Elle n'a pas répondu quand elle s'en va. Et oui, donc la Buzyn nous disait qu'elle partait de son poste de ministre de la Santé, l'esprit tranquille, que tout était prêt. Encore un autre mensonge d'État. Un semi-confinement, c'est comme ça que vous qualifiez ce deuxième confinement qui pourtant provoque la fronde des petits commerçants et en réponse la colère des ministres. Alors mes amis, revenez en arrière et regardez bien encore cette séquence avec les sourires en coin de Lemoine et Valls. Ils sont très bien conscients des inepties qu'ils racontent et s'en réjouissent. Alors que pendant ce temps, regardez. Je sais que bien sûr que la première chose dans la vie, il faut qu'on ait la
santé, ça c'est évident, ça c'est le numéro 1. Mais après, il faut aussi qu'on travaille pour pouvoir vivre. Si moi je travaille plus demain, comment je vais payer mon appartement? J'ai un fils, je vais me retrouver SDF, je vais plus pouvoir acheter à manger, je vais aussi mourir. Donc c'est comme ça pour tous les Français. Et oui, c'est comme ça pour tout le peuple, sauf évidemment pour les gens d'en haut, dont celui-ci. Ça permettrait de dénoncer d'ailleurs au passage cette poignée de maires irresponsables qui prennent des arrêtés contraires aux décisions qui ont été prises par l'État pour protéger la sécurité sanitaire des Français. Cette poignée de maires irresponsables, ils pensent qu'ils soutiennent les commerçants. En réalité, ils menacent la santé des Français. Voilà, donc les petits commerçants ouverts, c'est dangereux. Et ça, c'est pas dangereux. Olivier Clodon, vous êtes l'un de ces maires auxquels s'adressent et Bruno Le Maire et Elisabeth Borne. Vous avez décidé d'autoriser les commerces dits non essentiels de votre commune à ouvrir. Normalement, ils devraient rester fermés. Est-ce irresponsable de votre part ? Alors regardons tout de suite si c'est irresponsable. Le magasin de 1000 m², 12 salariés, est ouvert en toute illégalité. 2 canapés ont été vendus sous nos yeux et pourtant le secteur de l'ameublement décoration ne fait pas partie des commerces autorisés à accueillir des clients. L'idée que j'ai eue, afin de pouvoir ouvrir, c'est de offrir et non commercialiser des baguettes de pain qui sont des éléments de première nécessité. Mais madame, arrêtez donc, c'est dangereux, rentrez dans votre cage quand même. Vous allez contaminer tout le monde avec vos canapés. C'est vrai qu'en général, les magasins de canapés sont toujours blindés de monde et que les magasins sont toujours très petits, comme une boîte de conserve. Reprenez-vous madame, quand même. Les Darty sont ouverts, les Fnac, et pourquoi nous on pourrait pas ouvrir ? Je trouve qu'il n'y a pas la foule, qu'on peut circuler sans problème et puis il n'y a pas véritablement de risque, enfin pour moi toujours. Les livraisons s'enchaînent. Le point fort de ce magasin indépendant, c'est le stock des milliers de produits exposés qui, en cas de fermeture du commerce, conduirait à sa perte. Tout mon stock sera payé fin novembre, fin décembre et j'aurai 0 chiffre d'affaires en face. Voilà, donc on a la réponse, ce sera la faillite alors que les grandes surfaces blindées de monde restent ouvertes. C'est ridicule. Moi, j'ai 2 responsabilités en tant que maire aujourd'hui. Premièrement, assurer la sécurité sanitaire de mes administrés, de tous mes administrés. C'est 90% de mon travail et de ma responsabilité. Mais j'ai aussi une autre responsabilité qui est de ne pas faire mourir ma ville, de ne pas faire mourir les acteurs économiques, de ne pas laisser mourir mes commerçants. Alors, à partir de là, j'ai un choix à faire. Et oui, bravo monsieur, c'est une parole remplie de sens et de raison. Écoutons. Nous sommes tous en train de mettre la clé sous la porte. Quand est-ce que vous allez comprendre ça ? Il faudrait qu'aujourd'hui le gouvernement avoue enfin qu'il est en train de gérer de la pénurie et non pas une seconde vague comme on nous fait croire. Alors madame, vous rentrez dans la théorie du complot. Ces gens-là qui nous gouvernent nous veulent que du bien. Ils nous protègent efficacement. Ils nous mettent tous en cage pour notre bien, pour éviter 400 000 morts, comme l'a dit le très très gentil Macron. Maintenant, moi je fais partie des premiers sacrifiés parce que je travaille dans l'événementiel. Et aujourd'hui, eh bien, on a la seconde vague de sacrifiés. Les libraires, les petits commerces, tout ça au profit des grandes surfaces à qui aujourd'hui on empêche de vendre du mascara. Mais enfin, on marche sur la tête. Ce gouvernement est devenu fou. Alors, rien à ajouter, cette dame a très très bien résumé la situation. Malheureusement, courage madame, force et honneur. Le plus grand nombre des médecins que j'ai consultés m'ont dit, écoutez, objectivement, très objectivement, il y a plus de risques à aller faire ses courses dans un supermarché où il y a la climatisation, où il y a peu de renouvellement d'air, où on se croise à plusieurs centaines, où on va toucher des paquets, des objets, le paquet de chips qui a été touché par 2 personnes avant, qu'on va récupérer après. Et il y a moins de risques, sans doute, à aller chez ces petits commerçants quand les règles sanitaires sont respectées. Totalement d'accord, et écoutons le maire d'Évreux. Le confinement au doigt mouillé que nous voyons aujourd'hui, il est injuste, il est même stupide, il est inefficace et dangereux. Moi, j'attends aujourd'hui qu'on me prouve que c'est dans les commerces de proximité que se développent les clusters, les foyers épidémiques du Covid. Aujourd'hui, ce n'est pas le cas. L'ARS, l'Agence régionale de santé de la région Normandie, nous a bien confirmé qu'il n'y a pas de cluster dans les commerces de proximité. Vous avez bien entendu, l'ARS a confirmé qu'il n'y avait pas de cluster dans les commerces de proximité. Et pourtant, on les ferme et on les met en faillite. Regardez bien aussi dans la prochaine séquence comment Deray va regarder Lemoine et faire un geste de la main pour qu'elle intervienne. Regardez
regardez bien avec attention. Les petits commerçants ont très bien compris ça. Ce sont des gens très raisonnables et ils font respecter ces gestes-là. Vous avez du gel à l'entrée de chaque boutique. Donc vous allez continuer à autoriser les petits commerçants de votre commune alors que le Premier ministre a en partie répondu à vos attentes. Vous avez vu, elle a réagi au quart de tour. Elle savait pas quoi dire. Elle intervient juste pour interrompre le sujet. Revenons à Guy Lefranc, le maire d'Évreux. On s'en prend au commerce de proximité sans raison, sans justification et surtout sans justification médicale, sanitaire. Et ce qui m'interroge beaucoup, ce qui m'inquiète aujourd'hui encore plus, c'est quand je vois le nombre de ministres qui descendent sur les plateaux télé ce week-end pour insulter les maires. On nous traite d'irresponsables, on nous traite d'inconscients, simplement parce que nous souhaitons débattre, parce que nous souhaitons apporter, nous, notre connaissance du territoire. Oui, mais la parole des gueux, cette oligarchie s'en fout royalement. Ils sont aveugles, sourds, avec un compte en banque qui leur bouche les oreilles. Mais qu'est-ce qu'ils racontent comme conneries? Gilbert Deray, sur il y a plus de risques de se contaminer dans une grande surface que dans un petit commerce. On a plus de risques de se contaminer au travail et dans les transports qu'en allant au cinéma, au théâtre. Ces réflexions, on les a tellement entendues. Qu'est-ce qui est vrai, qu'est-ce qui est faux dans ces affirmations? Depuis plusieurs jours, je cherche et je me demande quelle réponse je vais donner parce que je savais que j'aurais la question. Alors écoutons l'expert épidémiologiste, le Blachier, la girouette alternative en rotation perpétuelle. Oui, ça c'est sûr que ma prédiction n'était pas bonne, puisque c'est absolument pas la situation dans laquelle on est aujourd'hui. Il y a eu un plateau extrêmement court, et c'est reparti encore beaucoup plus fort que ce que c'était juste avant. Il y a eu quelque chose que j'ai pas anticipé, c'est l'arrivée des mauvais jours. Alors voilà, cet expert mondial payé à prix d'or par tous les labos, donc Gilead, à hauteur de 471 000 € dans son entreprise de statistiques épidémiques, avait oublié que dans l'année, les températures baissent à l'arrivée de l'hiver. C'est ballot, hein. On va juste dire qu'il se couchera encore moins bête ce soir, le Blachier. Mais attendez, c'est pas encore fini. Écoutez bien. La première chose qu'on a fait, c'est de travailler sur des scénarios de reconfinement. Donc si on va en parler, j'admets que je me suis trompé sur cette prédiction, mais c'est parce que j'ai fait des prédictions qui se sont révélées fausses que du coup on a pu retravailler sur ce qu'il fallait faire. Voilà, donc en gros c'est grâce à lui, ses fausses prévisions qu'au final il avait encore raison. Toujours l'inverse et son opposé dans la même phrase. Et c'est lui qu'on écoute toujours. Librairie, pas librairie, livre, pas livre. Oui. Et j'ai consulté le plus possible de données pour finalement ne rien trouver. Parce que personne n'a la réponse précise à ça. Comment voulez-vous qu'on puisse dire à des commerçants, non, dans votre librairie ou dans votre commerce, vous serez plus ou moins. On n'a pas la réponse à ça. Ah, attendez, je crois que François Bégodeau veut intervenir, alors je lui passe le micro tout de suite. Pourquoi est-ce que cette bourgeoisie que j'appelle cool est particulièrement détestable? C'est parce qu'elle nous impose deux choses. Elle nous impose une oppression invariante. Contrairement à vous, je trouve pas qu'elle soit tout à fait opprimée. Je pense qu'elle est quand même souvent en position de domination, dans des situations très concrètes, de travail. Par ailleurs, elle est au pouvoir. Elle a quand même élu son président, qui est vraiment le représentant de la bourgeoisie. Lui-même en est issu. Bon. Voilà, comprenne qui pourra, mes amis. Ce qu'on sait. La situation est grave. Très grave, sur le plan sanitaire. Alors, je suis désolé, parce que je suis souvent porteur de nouvelles de ce type-là, mais c'est comme ça. La situation est grave. Deuxièmement, si on ne baisse pas les taux de contamination, ça va durer pendant des mois et des mois. On l'a vu dans des pays qui n'ont rien fait. Hein. Bon, tout le monde sait qu'il nous raconte encore son mensonge. Alors écoutons un vrai docteur fiable et intègre. Les masques qui empêchent, qui te protègent de la maladie, c'est ce que portent les médecins. Ce sont des masques type FFP2 ou FFP3, dit masque canard. Tu as dû les voir dans le photo. Et ça, on peut pas les acheter en pharmacie. Ils sont difficiles à porter pendant plusieurs heures, si tu veux. Quand le chirurgien les porte pendant 4-5 heures, je veux dire que c'est difficile parce qu'il fait très chaud dessous, tu respires assez mal. Mais voilà, ça c'est des masques véritablement de protection. Qu'on voit, ça sert à rien. Ça sert à rien. C'est une légende urbaine, ça. Il faut que les gens le comprennent bien. Voilà donc le célèbre docteur Marty avec d'énormes liens d'intérêt avec les labos qui changent de parole comme de chemise. Retour sur le plateau de la peur. Donc il y a une décision qui a été prise quelque part, un curseur qui a été mis quelque part. Et ce que je crois, maintenant comme citoyen, c'est qu'on n'a qu'une solution. C'est d'aller tous dans la même direction en espérant que ça suffise. Parce que sinon et je vais aller plus loin, c'est notre pays qui est en jeu, c'est notre démocratie qui est en jeu, c'est notre mode de vie qui est en jeu. Super, paye ta démocratie, le de compte en banque. Pour comprendre ce qui se passe dans le monde, allez, on s'envole tout de suite pour la Nouvelle-Zélande. As part of our overall national response to this new outbreak, I am now directing medical officers of health that all cases, confirmed cases, are to be managed in a quarantine facility. Now, this is different to how positive cases were managed when we were last
at levels 4 and indeed 3 and shows how serious we are about limiting any risk of ongoing transmission. Donc là, en gros, ils parlent de camps de quarantaine comme au Canada. Et là, on se dit la situation doit être très grave alors dans leur pays. Alors, regardons les chiffres. Comme on peut le voir ici, ils ont eu 6 morts en 6 mois. Et pourtant, ils sont en train de prendre des mesures draconiennes. Écoutez. I've got a number of questions about people refuse. What do we do if someone refuses to be tested? Well, they can't now. If someone refuses in our facilities to be tested, they have to keep staying. So they won't be able to leave after 14 days. They have to stay on for another 14 days. So it's a pretty good incentive. You either get your tests done and make sure you're cleared, or we will keep you in a facility. Voilà, donc en fait, on comprend bien qu'ils vont forcer les gens à se faire tester, sinon prison pour 14 jours renouvelables. J'imagine que les tests seront possiblement aussi défectueux qu'en France. Et du coup, ils seront mis en camp de détention avec éventuellement des vraies personnes infectées. La boucle est bouclée. Mais là, on est à un moment crucial. Et ça va durer, ça va pas être simple. Je crois que les Français commencent à comprendre que le vaccin ne va pas venir tout de suite. Ils sont résignés déjà à savoir que les fêtes de Noël se vivront différemment. Bon, donc c'est le moment de serrer les coudes. Oui les amis, c'est le temps de se serrer les coudes entre nous. Venez sur Odyssée pour zapper cette censure d'État, médiatique, des réseaux sociaux et que l'on retrouve tous la parole. Et venez nous rejoindre dans l'association Bon Sens pour mener des actions collectives. Nous devons tous réagir mes amis, c'est maintenant ou jamais. Ça n'aurait pas été suffisant si, comme on le dit, on va vers 400 000 décès. Donc mais c'est n'importe quoi ce chiffre. Mais pourquoi? Et vous dites pourquoi? Ben moi je vous réponds simplement. C'est ça qui est hallucinant en fait. Pardon, il y a 200 000 morts aux États-Unis dans un pays de 330 millions d'habitants. D'où il sort ton chiffre de 400 000? Arrêtez de prendre les chiffres du gouvernement comme si c'était... C'est les chiffres des médecins. Moi, non, arrêtez. Et oui, c'est clair, le Macron qui a sorti le chiffre de 400 000 morts, c'est totalement ridicule. On aurait 2 fois plus de morts que les États-Unis en ayant 5 fois moins de population. Plus c'est gros et plus ça passe. Juste pour info, hier, il y a eu 450 000 nouveaux cas de Covid dans le monde, dont 46 300 en France, soit 12% des cas mondiaux alors que nous ne représentons que 0,9% de la population mondiale. Nouveau record de Macron. Si j'avais eu le sentiment, un instant, une seconde... De mettre en danger. Exactement, de mettre en danger mes habitants en ouvrant les commerces de proximité, vous croyez que je l'aurais fait? Bien sûr que non. Je le fais parce que je suis convaincu par les avis que j'ai. L'Allemagne, les petits commerces sont ouverts, la Suisse, c'est pareil, il y a moins de cas qu'en France. Il y a un certain nombre d'indices quand même, il y a un certain nombre de faisceaux. Jamais je n'aurais pris une décision comme ça si j'avais pas la garantie, en tout cas la certitude, l'intime conviction, au moins, que ça permettait de préserver mes habitants. Voilà, tout est dit mes amis, parlez entre vous, unissez-vous, aidez tout le monde à ouvrir les yeux. Nous devons tous être unis en ce moment, pas de division. Ces gens-là sont dangereux et nous devons être unis. Et vous, qu'en pensez-vous ? Voilà, cette vidéo est terminée pour aujourd'hui, j'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, cliquez sur j'aime et partagez massivement sur les réseaux sociaux. Abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas encore fait et à très bientôt pour une prochaine vidéo sur Vivre Sainement.